Bonjour à toutes et à tous. On reprend donc pour un dernier temps cet après-midi, voilà, donc avec ma propre conférence. Donc je suis Delphine Brugemann, je suis responsable de l'unité recherche et études à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Et donc je vais vous expliquer, voilà, pourquoi on va parler un petit peu de PJJ cet après-midi. Alors c'est pas du tout une conférence de clôture de la journée, c'est une conférence, on va dire plutôt qui vient en complémentarité de ce qu'a proposé ce matin Benjamin Denechaud et qui vient en complémentarité aussi de l'ensemble de la journée à laquelle vous avez assisté, notamment à travers les ateliers. Donc, peut-être quelques mots quand même pour vous parler de cette école. Donc, l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse forme les professionnels qui travaillent au sein de la PJJ, mais aussi plus largement les professionnels de la protection de l'enfance. Et au sein de cette école, donc, qui forme à la fois des éducateurs, des directeurs, des responsables d'unités éducatives, des psychologues, alors qui sont peut-être effectivement des métiers que vous ne connaissez pas très bien. Voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir après dans mon propos, mais au sein de cette école, il y a un service de la recherche et de la documentation qui est composé, voilà, d'un ensemble d'unités, dont cette unité recherche et études qui a pour vocation à produire des connaissances et des savoirs en lien avec la justice des mineurs, en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, et donc de produire des travaux pluridisciplinaires qui vont permettre d'éclairer ce qui se joue en termes de pratiques professionnelles, ce qui se joue aussi en termes de connaissances des publics. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon contexte de travail. Je suis arrivée dans cette école il y a une dizaine d'années en tant que chercheur en sciences de l'éducation et avec un intérêt déjà construit, on va dire, au cours de mon parcours de chercheur, un intérêt tout particulier pour, je cite, les jeunes qui ont en commun leur éloignement de l'école ordinaire. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressée à des publics un petit peu situés dans les marges de l'école, beaucoup les enfants tziganes, les enfants roms. Voilà, j'ai passé, je pense, voilà, la majeure partie de mes années de recherche à travailler sur ces questions-là et du coup à essayer de comprendre effectivement ce qui se joue à l'école ou en dehors de l'école pour des publics qui justement peut-être n'y trouvent pas leur place ou des publics auxquels voilà, on n'accorde peut-être pas une place suffisamment adaptée. Et donc, quand je suis arrivée à l'ENPJJ, je me suis dit, tiens, mais au fait, cette scolarité des jeunes à la PJJ, comment est-ce qu'elle se déroule? C'est-à-dire à partir du moment où on a un accompagnement on pourrait dire supplémentaire. Enfin, supplémentaire, ça n'arrive pas à tous les jeunes, voilà, de connaître un accompagnement par la PJJ, mais justement, dans leur parcours de vie, à un moment donné, quand ils rencontrent la PJJ, quelque part, la question que je me posais, c'est que devient leur scolarité? Voilà, quand on est un jeune accompagné par des éducateurs de la PJJ, qu'est-ce que devient cette scolarité? Comment elle se déroule, comment aussi elle se conjugue avec cet accompagnement. Et donc, voilà, je me suis intéressée alors à la fois dans le cadre de recherche, menée notamment avec Benjamin Denechaud, mais aussi dans le cadre des enseignements, voilà, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà, le minuteur s'est mis en route. Et donc voilà, l'idée c'était de se poser deux questions. Qu'est-ce que finalement signifie aller à l'école pour des jeunes dont les vies sont caractérisées par des réalités complexes, des réalités familiales, sociales, judiciaires, mais aussi qu'est-ce que cette complexité dans leur scolarité produit sur les pratiques des professionnels qui les accompagnent. Alors voilà un petit peu peut-être l'objectif de cette conférence, à savoir déjà mieux comprendre ce qu'est la PJJ, puisqu'on vous a parlé de protection de l'enfance ce matin, on a parlé de l'ASE. Il faut savoir que la PJJ fait aussi partie de la protection de l'enfance, mais c'est une institution qui est plus petite, qui accompagne moins de jeunes, qu'on ne connaît pas forcément, et qui en plus, voilà, peut-être vous allez peut-être rencontrer au cours de votre carrière, si vous êtes déjà enseignant, des éducateurs de la PJJ, peut-être pas, mais l'intérêt, au-delà de la PJJ, c'est de comprendre effectivement, encore une fois, comment les liens
quels sont les liens qui existent entre la PJJ et l'éducation nationale, et quelles sont aussi les articulations. Alors je dis souhaitables, ça ne veut pas dire que les articulations n'existent pas, mais voilà, on assiste aussi parfois à un certain nombre de situations dans lesquelles il y a encore parfois des dysfonctionnements et qui nous amènent encore à interroger, mais un peu de la manière dont l'a fait Benjamin ce matin, cette articulation entre des cultures professionnelles qui peuvent être différentes, voire éloignées les unes des autres. Donc je vais procéder en 3 temps, je vais regarder le temps régulièrement pour pas trop dépasser. Un premier temps déjà pour vous présenter la PJJ et qu'est-ce qu'on entend par protection des mineurs délinquants. Alors la PJJ ne se tourne pas que vers les mineurs délinquants, mais c'est quand même le public majeur qu'elle va accompagner. Il n'y a peut-être pas d'évidence effectivement à penser cette protection, peut-être parce que les représentations qu'on a aussi de la délinquance nous amènent peut-être sur d'autres questionnements. Or, on le verra, le sens même de la protection judiciaire de la jeunesse est bien de protéger les mineurs délinquants. Ce qui nous conduira ensuite à se poser la question de finalement cette question scolaire à la PJJ, comment, alors sans être historienne, mais comment historiquement elle s'est posée et comment aussi ce regard un petit peu, quelques décennies en arrière nous permet de mieux comprendre aussi ce qui se joue actuellement. Donc c'est toujours regarder un petit peu en arrière pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement et puis éventuellement pour voir les évolutions possibles. Et puis on s'arrêtera dans un troisième temps sur j'ai intitulé cette partie « Une jeunesse irrégulière dans une école ordinaire ». Je mets des guillemets parce que les mots sont lourds de sens. Alors je ne sais pas pour vous qui êtes dans l'enseignement si ce mot « ordinaire » représente quelque chose pour vous, mais dès lors qu'on est avec des publics qui sont un peu éloignés de l'école, il y a toujours cette idée effectivement de rejoindre les dispositifs de droit commun à un moment donné, et donc cette idée d'école ordinaire, elle a une résonance particulière justement pour une jeunesse qu'on a qualifiée comme étant d'irrégulière. Donc je reviendrai aussi un petit peu sur ces termes-là. Et puis en guise de perspective, alors je l'annonce d'emblée parce que des fois à la fin d'une conférence on est pris un petit peu de cours, mais l'idée aussi c'est de se projeter sur cette idée de communauté éducative dont à mon sens la PJJ fait partie, mais qui n'est pas forcément toujours reconnue comme telle, on le verra, parce que les professionnels de la PJJ parfois ne se perçoivent pas comme étant des acteurs de la communauté éducative, mais donc d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut définir, voire redéfinir cette communauté éducative pour mieux soutenir les parcours scolaires des jeunes qui sont accompagnés à l'ASE, qui sont accompagnés à la PJJ. Voilà. Alors, quelques mots un petit peu introductifs sur la PJJ et donc la protection des mineurs. Alors, ce qu'on appelle la PJJ, c'est donc l'ensemble du dispositif qui va viser à protéger les mineurs dans le cadre judiciaire. Et donc, ça concerne à la fois les mineurs qu'on peut qualifier de mineurs en danger et les mineurs délinquants. Ce qu'il faut savoir, on a une grosse actualité à la PJJ depuis l'entrée en vigueur. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, du Code de justice pénale des mineurs, qui est entré en vigueur le 30 septembre 2021. Donc vous voyez, c'est à la fois une actualité vraiment très importante pour l'institution et pour la justice des mineurs, et en même temps, en tant que chercheur, du coup, cette actualité fait que on manque évidemment de recul pour comprendre un petit peu les effets de ce nouveau code de justice pénale des mineurs qui vient donc remplacer l'ordonnance du 2 février 1945, j'y reviendrai un petit peu plus tard, alors qui a suscité aussi beaucoup de débats, à la fois dans la communauté judiciaire, dans la communauté aussi de chercheurs. C'est pas le lieu ici de faire part de ces débats, mais en tout cas, ce qui a motivé la production de ce nouveau code de justice pénale des mineurs, c'était que l'ensemble des dispositions concernant la justice des mineurs étaient répartis dans différents textes. Donc cette ordonnance très importante, j'y reviendrai, mais aussi des décrets et le code de procédure pénale. Et donc on a reproché à cette justice pénale des mineurs d'être un peu
parfois de manquer de cohérence et de lisibilité. Et donc là, tout a été refondé dans ce code. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de ce code, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'inscrit dans la lignée des principes de l'ordonnance de 1945, et il entend les renforcer. Moi, je ne me positionne pas du tout pour dire si c'est le cas ou pas le cas, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de débats sur ce code. En tout cas, il entend les renforcer en mettant en avant donc, la présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans, toujours en portant l'accent sur la primauté de l'éducatif sur le répressif, et puis avec une spécialisation des juridictions et des procédures. Et puis maintenant, on a une procédure pénale qui se joue en 3 étapes, avec, là je les cite juste comme ça, mais sans entrer dans le détail, une audience d'examen de la culpabilité du mineur, une période de mise à l'épreuve éducative et une audience de prononcé de la sanction. Donc ça vient, enfin j'allais dire c'est venu, mais ça vient bousculer un certain nombre aussi de pratiques chez les professionnels. Il faut savoir que voilà, ça a donné lieu à des formations qui sont toujours en cours, donc c'est pour ça aussi que ça anime beaucoup les terrains professionnels. C'est que voilà, c'est une réforme très importante et qui demande évidemment à être accompagnée auprès des professionnels. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors cette protection judiciaire de la jeunesse, elle s'incarne aussi à travers la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, donc au sein du ministère de la Justice. Et donc, là aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, mais voilà, la PJJ existe depuis 1990. Elle est venue remplacer ce qu'on appelait avant l'éducation surveillée. Et voilà, cette PJJ s'organise autour d'un ensemble de missions, de structures, de mesures, de peines et de professionnels différents qui vont mettre en œuvre effectivement un ensemble de règles concernant la justice pénale des mineurs. Et donc, ce matin, vous avez entendu parler de milieu ouvert, vous avez entendu parler d'hébergement, donc ça existe aussi dans le versant judiciaire. C'est bien plus complexe que ça, et là, je ne vais pas vous faire, en cette fin de journée, l'affront de vous donner trop de sigles, mais par contre, ce qui est important de repérer, peut-être en termes de chiffres, et aussi peut-être pour lutter contre quelques représentations, c'est qu'on a des jeunes qui sont majoritairement suivis en milieu ouvert et finalement très peu en placement. D'accord ? Donc, contre peut-être la représentation de mineurs enfermés, incarcérés, etc., la majorité des jeunes suivis par la PJJ le sont en milieu ouvert. Non ? Mais voilà, la représentation du mineur délinquant, elle est aussi très liée à cette question, alors là aussi, qui fait débat sur l'enfermement des mineurs, par exemple, qui agite aussi beaucoup la PJJ, ou on va dire le monde éducatif de manière plus générale. Voilà, donc une majorité de jeunes suivis en milieu ouvert. Et donc, il y a peut-être des structures de la PJJ que vous connaissez au-delà du milieu ouvert, notamment les centres éducatifs fermés, les établissements pour mineurs. J'en parle parce qu'on peut y retrouver des enseignants de l'éducation nationale qui y sont détachés. Donc voilà, donc si si ce qu'on vous dit là aujourd'hui vous intéresse, vous interpelle, sachez que les enseignants de l'éducation nationale peuvent à un moment donné se retrouver à collaborer plus précisément avec la PJJ. Je vois l'heure qui file, donc je vais aller un petit peu plus vite. Juste peut-être pour vous dire, je parlais tout à l'heure de l'ordonnance du 2 février 1945, je vais vous citer juste ce propos, alors qu'on connaît bien à la PJJ, mais dont on n'est pas forcément familier. Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice. La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Et donc, ce propos de l'ordonnance, je le recite un peu volontairement, mais plus pour vous amener sur la question de la question de la primauté de l'éducatif sur le répressif et la question du principe d'éducabilité qui est vraiment au cœur des missions de la PJJ, qui est un principe fort sur lequel on revient
très régulièrement en formation. Parce qu'effectivement, alors au-delà de l'histoire de cette ordonnance, je n'ai pas le temps de la retracer et puis d'expliquer comment, dans le contexte d'une sortie de guerre, comment effectivement on s'est préoccupé de ces mineurs délinquants et comment on a vu la nécessité, voire l'urgence de les accompagner, de les prendre en charge et surtout dans une perspective éducative. D'accord ? Donc une perspective éducative plutôt que répressive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dimension répressive à la justice des mineurs, évidemment, puisqu'on a parlé de peine tout à l'heure, mais l'idée est quand même que par l'éducation, on va viser une insertion sociale, scolaire, professionnelle de ces mineurs. Donc ça, c'est vraiment important. On va voir le lien justement avec l'éducation nationale juste après. Et donc, pour que ça fonctionne, ça repose sur une conviction essentielle et un peu incontournable qui est le principe d'éducabilité. Et donc, l'idée de ce principe d'éducabilité, alors je fais exprès de citer Philippe Mérieux puisqu'on est, je suis face à des enseignants ou de futurs enseignants, mais j'aime bien cette citation qui est assez claire, tout le monde peut apprendre et nul ne peut jamais décider pour une personne donnée qu'un apprentissage est définitivement impossible. C'est le principe d'éducabilité. Donc là, on est plus sur le côté apprentissage, mais de la même manière que dans l'institution de la PJJ, on pense que ce n'est pas parce qu'un jeune a commis une infraction pénale qu'il doit être condamné toute sa vie à en subir des conséquences, par exemple en termes de représentation, en termes de jugements sociaux, etc. D'accord ? Donc on admet le principe que quand bien même un délit a été commis, il est possible de changer de voie. Alors, petite transition pour arriver sur la question scolaire, justement cet enjeu pédagogique. Je vais faire un lien avec des ateliers, je pense, qui ont eu lieu cet après-midi. Cette dimension pédagogique à la PJJ, elle est vraiment fondamentale parce que c'est une institution qui accompagne des jeunes vulnérables en souffrance et avec des difficultés parfois multiples. Donc on vous a parlé des besoins fondamentaux ce matin, je pense qu'il en a été question aussi dans les ateliers, et effectivement la pédagogie, elle vient aussi répondre à ces besoins repérés qui sont parfois de nature différente. Donc là je ne parle pas seulement des besoins fondamentaux chez les jeunes, mais je parle aussi des besoins qu'on pourrait qualifier d'affectifs, de cognitifs, de sociaux, et donc il y a tout un travail à faire effectivement de connaissance des mineurs, de quelles sont leurs difficultés, quelle est leur histoire de vie, quel est leur parcours de vie, quelles sont ces difficultés et comment, via une approche pédagogique, bien souvent avec aussi des médias éducatifs, comment est-ce qu'on peut à la fois repérer ces besoins et y répondre. Ça pose la question du coup du rapport entre la PJJ et l'école, et donc qu'on peut appeler de manière un petit peu globale la question scolaire à la PJJ. Là, j'ai mis une photo volontairement ancienne, qui date d'avant les années 70, dans les établissements qui s'appelaient les IPES, donc les institutions professionnelles d'éducation surveillée. Et donc, cette histoire du lien entre l'école et la PJJ, elle n'est pas simple. C'est une histoire qui est complexe et qui, en tout cas pour les historiens, laisse dire que finalement, le manque de données et de littérature qu'on peut avoir sur le sujet fait que cette histoire scolaire, finalement, on la connaît très peu, on la connaît mal, et qu'on n'y a pas porté beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de traces. Là, pour le coup, je n'ai pas beaucoup de références à vous donner sur des recherches qui auraient été menées sur la scolarité, la scolarisation de ces jeunes. Alors, il y a une recherche qui est surtout intéressante par rapport au titre qui a été donné par l'équipe pluridisciplinaire qui l'a conduite. La scolarité, c'est pas le problème. Attitudes et pratiques des agents de l'éducation surveillée en relation avec la scolarité des jeunes qui leur sont confiés. Donc l'éducation surveillée, d'accord, c'est ce qui a précédé la protection judiciaire de la jeunesse. La scolarité, c'est pas le problème. Et c'est bien là peut-être l'enjeu
de cette histoire scolaire, mais l'enjeu aussi de ce qu'on peut repérer comme, ou des questions qu'on peut se poser par rapport au rôle de la PJJ, au rôle des éducateurs, des éducatrices dans l'accompagnement à la scolarité. En fait, derrière cette idée que la scolarité, c'est pas le problème, c'est qu'il y a d'autres choses à gérer. Donc ça, on en a parlé aussi un petit peu ce matin ou peut-être dans les ateliers, c'est-à-dire que devient la scolarité quand effectivement on doit prendre connaissance, traiter des difficultés qui peuvent être d'ordre familial, d'ordre social, d'ordre de la santé, de la psychologie, de la psychiatrie, etc. Et donc ça, c'est des discussions qu'on a souvent avec les professionnels de terrain, à savoir, est-ce qu'il faut d'abord avoir réglé un ensemble de difficultés chez le mineur pour pouvoir penser sa scolarité sereinement, ou est-ce que, comme ça a été dit aussi ce matin, est-ce qu'on peut envisager la scolarité comme étant un levier pour résoudre éventuellement des difficultés ou permettre aux jeunes d'être dans un environnement qui va lui permettre d'apprendre et peut-être donc je ne dis pas de régler ces difficultés à l'école, mais en tout cas d'être dans un projet qui va pouvoir le motiver, l'intéresser. Et donc, depuis donc les années d'éducation surveillée et même après, donc on voit des bouleversements entre les années 60 et 70, mais une question a émergé et perdure du coup actuellement, ça moi je m'en rends bien compte en formation, c'est est-ce que les éducateurs doivent être des spécialistes de l'école, de la scolarité, des difficultés scolaires et des difficultés d'apprentissage. Donc ça c'est intéressant par rapport à vous parce que probablement vous vous dites ça c'est un petit peu notre partie. L'école c'est nous, les difficultés c'est nous, c'est à nous de les prendre en charge et on va voir que en fonction des situations des mineurs, effectivement, ça peut être un rôle dévolu aux acteurs de l'éducation nationale et en même temps, si les jeunes ne sont pas à l'école, et on a une proportion importante de ces jeunes qui ne sont pas à l'école, à ce moment-là, la question scolaire devient aussi une question importante pour les éducateurs de la PJ. Je crois que je vais passer quelques diapos, excusez-moi, c'est toujours plus court que ce qu'on pense, juste pour vous dire que pourtant, la PJJ prend bien sa part du scolaire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on s'y est pas intéressé, on a le sentiment qu'on manque de données, et pourtant, on a un ensemble de textes, je ne les ai pas tous mis, mais ce sont des textes qui sont quand même relativement importants pour l'institution. La note d'orientation de 2014 sur la continuité des parcours d'apprentissage scolaire et d'insertion socio-professionnelle du jeune, c'est-à-dire une note qui veille justement à ce que, au-delà du parcours judiciaire du mineur, cette continuité du parcours d'apprentissage, elle puisse être garantie. On a aussi la note de 2016 sur les parcours d'insertion scolaire et professionnelle. Donc, ce qu'il faut repérer, c'est qu'à la PJJ, on parle beaucoup de l'insertion, on parle aussi beaucoup de l'insertion professionnelle. Alors, l'insertion scolaire, elle est présente, mais on va voir que parfois, en fonction du public, on pense plutôt, c'est un peu ce qu'on se disait aussi ce matin, comment éventuellement basculer plus rapidement vers une insertion professionnelle. Et puis, on a la circulaire conjointe relative au partenariat entre la DGESCO et la PJJ, qui date de 2015. Et donc, cette circulaire-là, elle est importante pour vous, parce que c'est la circulaire, effectivement, qui va cibler vraiment les enjeux de cette insertion sociale, scolaire et professionnelle, et qui va viser aussi la question du maintien ou de la réintégration des mineurs dans leur statut d'élève. D'accord ? Donc, circulaire DGESCO PJJ 2015, elle est venue retravailler une circulaire qui existait en 1985. Donc vous voyez, il a fallu du temps pour conforter un certain nombre de points de ce partenariat. Et il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, qui ne sont pas connues parfois, ni par l'éducation nationale, ni par la PJJ, et qui pourtant sont des points qui me paraissent tout à fait intéressants. Sur la question de l'évaluation, qui évalue les compétences de l'élève? Est-ce que c'est la PJJ? Est-ce que c'est l'éducation nationale? Est-ce que ça peut être une évaluation conjointe? Comment est-ce qu'on retrace effectivement les acquis du jeune sous protection judiciaire? La formation des professionnels,
on y est, là aussi, un petit peu, c'est un peu la dimension de cette journée, stage conjoint de formation, mieux se connaître pour mieux accompagner. Donc vous voyez, des choses qui sont à l'œuvre actuellement existent déjà depuis pas mal de temps dans les textes. Et donc, cette circulaire, elle est, comment dire, à la fois très intéressante alors à analyser par rapport aux autres textes. Elle permet, donc là, vous voyez, de visualiser un petit peu quelles sont les dimensions à l'œuvre de ce partenariat. Donc, la question des dispositifs relais, la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre l'absentéisme, l'enseignement en CEF. Je passe un petit peu rapidement, mais vous voyez qu'on a un certain nombre de dimensions qui permettent voilà, aux professionnels de travailler ensemble autour des situations du mineur. Alors je reviendrai peut-être parmi ces axes d'analyse vraiment sur la question du statut d'élève du mineur. Ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important, c'est-à-dire que dans ce cadre-là, on va parler du mineur comme étant un élève. Et cette identité d'élève, bien souvent, elle est un petit peu mise de côté, hein, parce qu'on parle du mineur à protéger, du mineur en danger, du mineur délinquant, et en même temps, il a été élève, il est élève, ou il peut redevenir élève. Vous voyez, c'est-à-dire que cette dimension scolaire, en fait, elle est quelque part un peu incontournable, soit parce qu'on pense que de toute façon, c'est tout, la scolarité est derrière lui, donc ça c'est aussi une question d'âge, vous vous doutez bien par rapport aux enjeux de scolarisation des moins de 16 et des plus de 16, mais il peut aussi être accompagné par la PJJ et être scolarisé, et à ce moment-là, ça veut dire, voilà, s'il est suivi en milieu ouvert, s'il est en hébergement, s'il est en CEF, les enjeux scolaires vont être très différents et donc l'accompagnement également. Et puis, la question scolaire peut rester un projet. D'accord ? Et donc ça, derrière cette notion de projet, évidemment, il y a tout un tas d'éléments aussi importants à interroger. Je pense que la notion même ne va pas de soi, mais ça veut dire que ça va nécessiter effectivement là aussi une articulation entre l'éducation et la PJJ autour de ce mineur. Je passe un petit peu rapidement. Alors, des textes et dans les faits, une scolarité qui doit se conjuguer avec une prise en charge globale du mineur, parce que ça va s'inscrire dans une temporalité judiciaire, éducative et scolaire qui est parfois difficilement conciliable. On a des jeunes qui sont en attente de jugement, on a des jeunes qui étaient scolarisés dans un établissement. Du fait de leur placement, ils vont devoir changer d'établissement. On a des jeunes qui éventuellement doivent voilà, effectuer des mesures qui vont peut-être pas être parfaitement conciliables avec leur temps de scolarité. Et donc là, si on avait le temps d'entrer dans le détail, on verrait qu'on a une hétérogénéité des situations scolaires qui peuvent dépendre d'un certain nombre de facteurs, soit du parcours scolaire antérieure. Alors c'est vrai qu'on a plutôt tendance à remarquer qu'avant même que le jeune soit accompagné par la PJJ, on a une majorité de jeunes qui rencontraient déjà des difficultés à l'école, qui pouvaient être en situation de décrochage scolaire ou au-delà du décrochage de grandes difficultés. Mais ça va dépendre aussi des difficultés familiales, des difficultés de santé, des difficultés d'apprentissage, et puis donc des mesures dont le jeune peut faire l'objet. Donc vous voyez, tout ça pour vous dire que les situations sont parfois très complexes et que quand bien même voilà, il y a de la bonne volonté, il y a parfois une difficulté effectivement à trouver une place pour le jeune. Donc ça, c'est vraiment un enjeu pour les éducateurs, c'est-à-dire, là je ne parle pas de la place à la PJJ, je parle bien de la place à l'école, c'est-à-dire quelle école, à quel moment, pour quel objectif. Et puis ça veut dire aussi pour l'éducateur de trouver sa place dans l'accompagnement à la scolarité vis-à-vis de l'école. Alors ça doit faire l'objet d'une prochaine diapositive, mais je vais le dire tout de suite, voilà, pour ne pas l'oublier, c'est que quelque part, plus le jeune va être présent à l'école, plus l'éducateur va pouvoir s'effacer de cet accompagnement, c'est-à-dire que c'est l'école qui gère. Si on a un jeune qui est scolarisé pour lequel ça se passe relativement bien, il n'y a pas besoin effectivement d'accompagnement. Plus le jeune va être éloigné de l'école, plus l'éducateur va devoir s'y impliquer.
Donc vous voyez que là où parfois éventuellement il peut y avoir peut-être un peu de résistance à s'occuper de cette partie scolaire, de fait les éducateurs, les éducatrices vont être mobilisés parce que ça voudra dire effectivement soit accompagner les jeunes dans ces apprentissages au sein des structures de la PJJ, soit être en lien avec l'éducation nationale pour pouvoir lui trouver sa place. Donc une question scolaire historiquement complexe qui repositionne les professionnels à la fois de l'éducation et de l'enseignement auprès de jeunes donc, qui parfois échappent à une école, qui ne cherchent pas toujours à les rattraper. Donc il y a dans cette phrase une perspective peut-être un petit peu critique, mais effectivement, au vu des situations qu'on a pu rencontrer, des entretiens qu'on a pu mener avec des professionnels, avec des jeunes, on voit bien qu'effectivement, ça fait écho un petit peu à l'atelier dans lequel j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire ces élèves qui sont en difficulté, à un moment donné, ils deviennent possiblement des élèves perturbateurs de la classe. Et donc, on a vu que cette perturbation, elle ne naît pas de rien, elle naît parce qu'il y a des difficultés quelque part. Il n'empêche que ces perturbations, à un moment donné, peuvent devenir telles que les jeunes passent en conseil de discipline et éventuellement peuvent se faire exclure des établissements scolaires. Et donc, voilà, il y a des difficultés parfois qui sont telles qu'effectivement, l'école ne cherche pas toujours à rattraper ces jeunes. Au contraire, elle va plutôt chercher à les externaliser de ces établissements. Une jeunesse irrégulière dans une école ordinaire. Je vais terminer là. Je peux prendre encore juste 5 minutes. Ça va? Ouais. Hein? Ouais. Oui, j'ai entendu, il y en a qui ont fait « Ouh !» C'est parce que c'est la fin de journée. Alors, je vais 5-6 minutes, voilà, juste pour terminer, pour comprendre effectivement ce qui se joue autour de cette jeunesse irrégulière. Je vais aller relativement vite. J'ai trouvé une citation qui, à mon sens, exprime pas mal de choses. La jeunesse contemporaine est le produit de l'école. Le développement de la scolarisation primaire au XIXe siècle, puis secondaire au XXe siècle, a contribué à faire de l'élève la figure normale de l'enfance puis de l'adolescence, au point de rendre parfois difficile à concevoir qu'il puisse exister des enfants échappant à l'emprise scolaire. Sous cet aspect, la jeunesse irrégulière mérite donc particulièrement son nom. Elle est étrangère à ce qui devient progressivement la règle pour la majorité des jeunes et n'a droit qu'à une scolarité limitée, tant dans ses ambitions que dans sa régularité ou sa durée. C'est Laurent Besse, voilà, dans un numéro de la revue d'histoire de l'enfance irrégulière de 2014, qui propose ce regard dans son introduction que je trouve tout à fait juste, c'est-à-dire que finalement, cette jeunesse irrégulière qu'on va retrouver à la PJJ, elle vient interroger l'école, ses fondements, son rôle, sa place effectivement dans ces élèves qui ont du mal à y trouver leur place. Et ça revient aussi un petit peu, il y a des choses qui se croisent quand même avec les analyses qui sont produites dans le champ de l'ASE, mais scolarité limitée, tant dans ses ambitions que dans sa régularité et sa durée, de fait effectivement on manque d'ambition pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que on le voit parfois quand les jeunes expriment des projets qui paraissent un peu démesurés par rapport à leur parcours, par rapport à leurs compétences scolaires, etc. Forcément, on va essayer de viser un petit peu en dessous, voire carrément en dessous, peut-être des projets qui pourraient les animer, qui pourraient les remobiliser. Et donc, voilà, cette question d'une scolarité limitée me paraît intéressante à relever et à interroger, c'est-à-dire jusqu'à quel point les difficultés, à un moment donné, entravent même le projet qu'on pourrait construire avec les jeunes. Alors, je voulais vous passer un petit extrait de La tête haute. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, ça dure pas très longtemps. Alors c'est un film, La tête haute, qui nous parle du parcours d'un jeune accompagné par la PJJ et des relations qu'il a avec son éducateur, qui est Benoît Magimel, et sa juge des enfants. Je n'ai pas parlé des juges des enfants, mais qui est Catherine Deneuve. Et là, dans cette séquence, alors c'est une séquence un peu forte, on a un jeune qui était accueilli dans un centre éducatif renforcé,
qui a produit une lettre de motivation pour réintégrer un établissement scolaire. Il veut retourner à l'école. Et dans le film, en fait, cette séquence, on voit qu'il a du mal à se concentrer sur la rédaction de sa lettre. On voit que voilà, il est perturbé par un autre jeune. Il s'accroche, il y va, et il se retrouve donc face au chef d'établissement. Eh ben, dis donc, vous et l'éducation nationale, c'est pas la love story, hein. Bon, mais là, étant donné votre passé avec l'éducation nationale, et comme vous allez bientôt avoir 16 ans, et que l'école n'est plus obligatoire après 16 ans, n'est-ce pas? Est-ce que la reprise d'une scolarité vous paraît vraiment pertinente? Je sais pas c'est quoi pertinente. Une bonne idée. Oui, madame. Il se réveille un peu tard quand même, hein. Est-ce que la vie active, plutôt? Je sais pas, moi, parce que... Franchement, les lacunes vont l'handicaper. Il va se retrouver avec des gamins de 13 ans. Je ne sais pas si pour sa réinsertion, c'est le chemin le plus facile. Avec sa juge des enfants, on est convaincu qu'un retour à la vie scolaire peut être un terrain de résilience formidable pour Maloney. Il n'en est peut-être pas conscient, mais il a un énorme potentiel, ce gamin. Il a envie de rattraper le temps perdu, il est motivé. Ça s'est réglé, ces problèmes de violence? Écoute, on y travaille. Parce que moi, ici, j'ai pas d'effectif pour faire la police. Hein. Ça, il faut que ce soit clair. Mais non! Certes, une séquence un peu forte voilà, d'une fiction, et en même temps qui croise des retours qui sont faits sur, à un moment donné, cette incompréhension entre le travail qui peut être fait en amont, un travail qui peut être long, qui peut être complexe au niveau de la PJJ, et à un moment donné, une rencontre avec l'éducation nationale qui ne se fait pas parce que les attentes ou les représentations viennent quelque part s'inscrire dans une autre réalité que celle qui est vécue par le jeune et par ses éducateurs. Donc, c'est pas pour faire un procès à charge contre l'éducation nationale, évidemment. C'est juste pour dire que, voilà, à un moment donné, en termes de croisement de regard sur le jeune, il y a quelque chose éventuellement qui ne se produit pas parce que les représentations de part et d'autre vont être trop différentes. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve dans les parcours des jeunes. Voilà pourquoi je parle de jeunes abîmés au parcours scolaire abîmé, parce que ce sont aussi des parcours qui sont jonchés d'incompréhension de part et d'autre entre des jeunes effectivement qui sont en grande difficulté, mais qui à un moment donné ont éventuellement envie de faire l'effort d'y retourner, et une institution qui est parfois en difficulté pour comprendre ce qui se joue et comprendre le rôle qu'elle-même va jouer dans éventuellement ce raccrochage scolaire. Voilà, donc je vais passer sur ces questions-là. Je vais terminer. Alors c'est marrant parce qu'au niveau de la conclusion et des perspectives, il y a des choses communes avec ce qu'a dit Benjamin ce matin. Alors une histoire qui est claire, une actualité qui réinterroge. Je pense qu'effectivement l'entrée en vigueur du CJPM par rapport à cette question scolaire, mais il va falloir un petit peu de temps effectivement pour mesurer quels peuvent être les effets d'un changement de paradigme, quelque part, et de temps judiciaire, quel changement ça va avoir sur la question de la scolarité des mineurs. Les identités, les cultures professionnelles, on en a parlé aussi ce matin. Donc moi, je pense qu'elles continuent à devoir être analysées. C'est-à-dire que le travail de formation, alors d'information, de sensibilisation, de formation. Les formations interprofessionnelles, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'ai déjà fait des formations comme ça qui réunissaient des enseignants de l'éducation nationale, des CPE et des éducateurs de la PJJ. C'est effectivement très intéressant pour que les personnes puissent dire « Voilà, moi, mon système de contrainte, voilà moi comment je travaille, et voilà ce dont j'aurais besoin, mais parfois vous n'apportez pas ces éléments-là, et donc ça permet effectivement de mieux comprendre le système professionnel dans lequel les uns et les autres travaillent. Cette idée de communauté éducative, moi, elle me paraît importante. Elle n'est pas du tout présente dans les textes de la PJJ. C'est vraiment une notion qu'on retrouve à l'éducation nationale. Et du coup, je pense que de fait, les éducateurs ne se perçoivent pas toujours, même s'ils le sont,
comme des acteurs essentiels de cette communauté éducative, soit effectivement dans l'accompagnement à la scolarité, même si c'est un accompagnement pour lequel ils peuvent se mettre un peu en retrait, soit au contraire parce qu'on est dans la prévention du décrochage scolaire ou dans une perspective de raccrochage scolaire. Ça veut dire qu'effectivement, dans cette communauté éducative, alors on a parlé de l'éducation nationale et de la PJJ, mais il ne faut pas oublier aussi les parents. Ça, ce sera un autre point à développer, mais parfois il y a des décisions qui ne sont pas toujours prises en concertation avec les détenteurs de l'autorité parentale. Or, il ne faut pas les oublier, notamment sur des questions d'orientation. Donc, il y a aussi ce point-là à remettre... en tout cas à prendre en compte. Et puis la question de l'ambition scolaire, on en a parlé, et l'orientation vers une insertion professionnelle, pourquoi pas, mais là aussi on rejoint ce qu'on a dit ce matin, pourquoi pas aussi envisager une scolarité réussie avec plus d'ambition, mais ce qui signifierait effectivement adapter les propositions et les orientations en prenant en compte véritablement les besoins et les compétences des jeunes. Et là, effectivement, à la PJJ, on se rend compte que bien souvent, ce qu'on appelle le projet d'insertion, ce sont aussi des projets qui sont développés pour répondre à une injonction de devoir inscrire le jeune de devoir l'inscrire quelque part, que ce soit à l'école ou que ce soit dans un dispositif de formation. Et on voit aussi que parfois, ces projets, si l'orientation n'a pas été bien réfléchie, ils peuvent aussi mettre le jeune en échec. Donc, quelque part, je dirais un échec éventuellement supplémentaire parce que la question des appétences et des compétences n'a pas été suffisamment prise en compte. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, vous m'entendez? Pas très bien. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors j'ai fait mes études ici et mon mémoire sur la scolarité des jeunes qui sont suivis par la PJJ. Donc j'ai fait mon stage en UEHC. J'ai pu côtoyer pas mal d'éducateurs et donc c'est vrai que tous me disaient qu'ils n'étaient absolument pas formés à l'UNPJJ sur les différentes filières d'orientation. Donc, et puis les différentes possibilités de formation. Alors que finalement, ce sont un peu les éducateurs qui doivent porter et aider le jeune à créer son projet professionnel. Donc voilà, c'était une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une formation plus importante sur les différentes filières d'orientation? Oui, c'est une très bonne... alors à la fois remarque et question. On rejoint effectivement... Cette question de la formation, c'est-à-dire est-ce que les éducateurs, dans leur formation, devraient se spécialiser un petit peu plus sur ces enjeux scolaires. Alors, il y a une vraie question institutionnelle de choix qui peuvent être faits en formation. S'ils sont effectivement sensibilisés à cette question scolaire, je ne pense pas, pour y travailler directement, qu'ils soient véritablement formés, c'est-à-dire vraiment en tant que spécialistes des questions d'orientation et des choix éventuellement à opérer pour le jeune et sa famille concernant cette orientation. Et aussi parce qu'il y a cette idée que peut-être la scolarité, c'est de toute façon un point parmi d'autres à devoir travailler. C'est-à-dire que les éducateurs de la PJJ, à un moment donné, peuvent renvoyer le fait qu'ils doivent connaître les enjeux scolaires, ils doivent connaître les enjeux de santé, ils doivent connaître les enjeux de l'insertion. Voilà, il y a le travail sur l'acte qui est important, qui suppose... voilà, alors, ils ne travaillent pas tout seuls, j'ai peut-être pas suffisamment mis en avant le travail pluridisciplinaire avec l'ensemble de l'équipe, notamment les psychologues. Il y a des professeurs techniques aussi qu'on peut rencontrer dans certains établissements de la PJJ, mais c'est un corps qui va être amené à disparaître, peut-être... c'est toujours un peu remis en question. Donc, vous voyez, il y a cette idée que, on n'a pas été formé à ça, est-ce que c'est à nous de nous en occuper? Et donc, on va retrouver, en tout cas, c'est un petit peu ce que j'ai vu dans les entretiens ou sur les terrains, des éducateurs pour qui cette question va être importante et ils vont s'en saisir. Vous voyez? Mais ce qui est du coup très interrogeant, c'est-à-dire que si on ne trouve pas ça important, on ne s'en saisirait pas. Vous voyez? Et donc, il y a un peu, à mon sens, un gros travail encore effectivement à faire, soit de formation initiale ou de formation continue,
pour leur permettre d'avoir au moins les outils qui ensuite va permettre de solliciter les bons interlocuteurs et de s'inscrire dans un partenariat qui permettra de construire un projet pertinent. Mais oui, vous relevez quelque chose qui est un problème important. Mais là, ça rejoint aussi, j'en ai pas parlé, mais ça rejoint aussi cette idée du rapport qu'on a à l'école. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte aussi dans certains entretiens, et en faisant aussi des petites enquêtes auprès des stagiaires. Quand on demande aux stagiaires quelle scolarité ils ont eue quand ils étaient enfants ou adolescents, il y en a une bonne partie qui ont rencontré eux-mêmes des difficultés à l'école. Voyez ? Donc il y a aussi cette question de est-ce que j'ai confiance dans cette institution ? Si ça n'a pas fonctionné pour moi, et d'ailleurs, on pourrait presque dire que parfois, ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi plutôt la voie de l'éducation spécialisée plutôt que l'enseignement. Donc, il y a aussi parfois un peu de réticence, un manque de confiance envers l'institution scolaire. Et donc, voilà pourquoi il y a des équilibres à rétablir, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on a eu un vécu scolaire éventuellement difficile que du coup, il faut s'en tenir à distance. Si je peux me permettre de compléter votre réponse, Madame Bruggemann, alors il y a deux angles aussi d'approche que j'aimerais aborder. C'est à la fois, la question de l'orientation est une question complexe. Et c'est vrai que même chez nous, il y a des spécialistes, et nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas toujours toutes les démarches, toutes les procédures et les clés d'entrée. Et donc, on voit très très bien qu'il y a une complexité et que, vous voyez, même au sein de l'éducation nationale, on a un ensemble de spécialistes, d'experts, qui vont compléter la connaissance du système éducatif et qu'on ne détient pas tous une connaissance complète du fonctionnement et de l'organisation du système éducatif, même si à l'endroit où nous sommes, on a une connaissance particulière. Donc il y a à la fois cet élément-là, et puis le deuxième élément qui est encourageant, c'est qu'aujourd'hui, dans la démarche que vous exposez, Madame la rectrice, ce matin, on souhaite justement pouvoir intervenir. Alors vous avez vu que l'aide sociale à l'enfance est intervenue auprès de vous, donc on essaye de croiser les acteurs de la formation. Le NPJJ vient devant le public de l'éducation nationale, et l'éducation nationale a demandé aussi à être présente lors de la formation des assistants familiaux, par exemple. Et nous sommes disposés aussi à intervenir dans la formation des éducateurs de l'ENPJJ, à partir du moment où le NPJJ nous invite. Donc on croise aujourd'hui, en tout cas, j'ai entendu les entrées, le message. Voilà. Mais oui, c'est en train de se faire, mais votre question est très très intéressante. Alors, je voulais revenir, alors comme nous on fait partie de l'INSPE, etc., je vais plutôt m'intéresser au point de vue de ce que l'éducation nationale et ce que, moi dans mon master CPE, en tant que futur CPE, ce que je pourrais faire éventuellement dans ce genre de cas. Quelque chose que je remarque, ou en tout cas c'est peut-être une intuition et j'aimerais bien que vous m'éclairiez là-dessus, c'est que j'ai l'impression que le système de protection des mineurs et du coup, tout ce qui est... la vision qu'a aussi l'éducation là-dessus est très aussi conditionnée par une vision de l'éducation qui est exclusivement faite en tant que norme par les géniteurs de l'enfant. C'est-à-dire qu'en dehors, évidemment, des violences que peuvent subir l'enfant et du besoin de stabilité de l'enfant, et ça, c'est un problème qui, évidemment, qu'il faut régler, en dehors de ça, si forcément tout le système est pensé sur de relations de coéducation entre l'école et la famille et la prise en compte de l'enfant et ses choix d'orientation, etc. C'est tout pensé selon le fait que la norme serait que l'enfant doit vivre chez ses parents. Forcément, si l'enfant sort de ce cadre, que ce soit parce qu'il est placé dans une famille d'accueil ou bien parce qu'il est dans un autre établissement, ou bien même parce qu'il vit dans une communauté qui serait peut-être un peu différente et qui serait... Après, c'est parce que c'est très occidental de penser aussi l'éducation de manière si individualisée. Peut-être que les choses pourraient changer. Et je repense à l'introduction qui avait été faite ce matin sur le fait qu'il y avait, il me semble, un tiers des personnes SDF de moins de 25 ans qui disaient avoir été...
qui avaient été pris en charge par l'ASE durant leur scolarité, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont été perçus comme déviants et non pas parce que obligatoirement être hors de son foyer familial conduirait à être sans domicile fixe par la suite. Oui, une vision effectivement normative comme celle que vous venez d'exposer de l'éducation qui se situerait effectivement dans la famille et une certaine idée de la famille, hein, une vision là aussi de la famille et à l'école, c'est sûr. Ça du coup concentre un petit peu voilà, toutes les attentes sur déjà ces deux institutions de socialisation principales. Et puis après, là, dans le cadre de la PJJ, ça concentre aussi voilà, l'attention sur ce que peuvent faire d'autres professionnels de l'éducation. Mais là, ces représentations-là, effectivement, alors je pense qu'il y a des choses qui bougent un petit peu sur déjà la vision de l'éducation familiale. On se concentre plus seulement sur ce que peuvent apporter les parents, on prend plus en compte les fratries, etc. Je pense que la question de l'éducation par les pairs, on en parle aussi beaucoup plus. Alors je ne sais pas effectivement après dans les formations institutionnelles ce qu'on fait de ça, mais je sais qu'à la PJJ, quelque part il y a des enfants qui ont des modes de vie qui sont tellement entre guillemets déstructurés par rapport à la norme qu'on est obligé de penser les choses autrement. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser l'éducation dans ses autres aspects. Et pourquoi pas l'éducation par les pairs, par exemple? Pourquoi pas l'éducation à travers des engagements associatifs? Enfin, vous voyez, il y a plein d'autres choses possibles, effectivement, qui peuvent nous faire réfléchir à ce qu'est l'éducation et où se situe l'apprentissage. C'est-à-dire, est-ce que, il faut aller à l'école? Alors, c'est peut-être un peu provocateur, forcément, de le dire comme ça, mais est-ce qu'il faut aller à l'école pour apprendre? Vous voyez, ce qu'on repère aussi à la PJJ, c'est qu'on a des jeunes qui ne sont pas rétifs à l'apprentissage. Ils ne veulent plus aller à l'école. Et donc, en disant ça, ça veut dire qu'effectivement, il y a une partie de la jeunesse qui, pour un certain nombre de raisons, on n'a pas le temps de les reprendre ici, mais ne se sent pas bien à l'école. Et du coup, la question c'est, alors si c'est pas possible à l'école, où est-ce qu'on peut apprendre? Comment est-ce qu'on peut apprendre? Comment est-ce qu'on peut apprendre différemment, autrement, avec éventuellement d'autres modes organisationnels? Et on voit à la PJJ, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi souvent des expérimentations ou des projets qui sont développés par les éducateurs, qui sont super intéressants parce qu'ils permettent de voir ça. Ils permettent de voir qu'à un moment donné, on construit un projet, on se dit, tiens, on va faire ça, on va faire des jeux, on va construire... Je me souviens, c'est anecdotique, mais je me souviens d'un éducateur qui avait construit un jeu de Scrabble avec... il avait fait son mémoire d'ailleurs là-dessus, avec des jeunes, et ça avait pris une ampleur hyper importante, mais parce qu'à travers le jeu, les jeunes s'étaient remobilisés pour apprendre, et pour apprendre effectivement le français, etc. Donc c'est en fait toute cette pédagogie, encore une fois, cette pédagogie active, qu'on ne mobilise peut-être pas suffisamment dans les écoles pour d'autres raisons, mais qui est possible. Hein. Toute la pédagogie à la PJJ, elle s'est construite sur l'apport des pédagogies, de l'éducation, pédagogie nouvelle, etc. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a quand même des espaces où effectivement la pédagogie peut se dérouler différemment et où l'éducation peut prendre un autre sens. Mais on se situe quand même après on se situe à nouveau dans les marges. Mais de la même façon qu'on va avoir un certain nombre de dispositifs aux marges de l'école qui vont accueillir des jeunes qui ne sont plus à l'école. Mais on est à l'extérieur de l'école. Et parfois, apprendre devient à nouveau possible parce qu'on est sorti d'un cadre, on est sorti de certaines pratiques, on est sorti de certaines classes, et qu'en travaillant sur du petit nombre, etc., il y a d'autres choses qui sont possibles. Mais là, on est sur l'enjeu des représentations et comment est-ce qu'on peut les bousculer et les faire évoluer aussi dans les institutions. Je ne sais pas si ça répond à... Ah, pas complètement. Bon. Vous me direz après, alors. Oui. Bonjour, alors moi je suis éducatrice en maison d'enfants.
sur un groupe d'enfants de 7 à 14 ans, non loin de Roubaix. Ce que j'avais à apporter, notamment, c'était plus un constat que je peux vivre, et ainsi avec également mes collègues, sur, bien entendu, la conscience de l'enjeu de la scolarité dans l'accompagnement des jeunes, mais aussi de notre sentiment d'être démunis dans leur accompagnement, justement, à la scolarité. C'est-à-dire qu'on essaye au quotidien d'apporter le nécessaire aux jeunes. J'ai beaucoup d'ados, notamment au collège, et c'est vrai qu'on est très démunis par les moyens qu'on peut avoir pour eux. C'est-à-dire que quand on se retrouve à faire de l'étude avec eux le soir, on est 14 pour un seul éducateur. Et je tenais surtout à transmettre ce message aux futurs professionnels de l'éducation, c'est que nous sommes totalement enclins à travailler avec eux, justement dans une collaboration pour avancer justement sur cette problématique scolaire. Voilà, c'était surtout ça. Très bien, merci pour votre témoignage et pour l'appel. Je pense que voilà, ça va tout à fait dans le sens de ce qui est porté actuellement par l'ASE et par le rectorat, de faire se rencontrer et faire travailler ensemble ces différentes professions. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais peut-être compléter un petit peu, si vous n'avez pas été complètement satisfait de la réponse qui vous a été proposée, vous dire qu'il y a aussi des travaux qui s'intéressent à la manière, à la construction sociale de la difficulté de la jeunesse. En tout cas, vous pouvez trouver des travaux qui vont expliciter comment on peut construire socialement une jeunesse en difficulté par rapport à l'écart à la norme, etc. Et donc, vous pouvez aussi, vous, aller trouver des réponses à vos questions dans ces travaux de recherche qui sont très intéressants. Très bien, merci beaucoup. Nous avons 2 minutes d'avance. Je vais conclure. Je vais essayer de conclure, et je ne sais pas si je vais conclure vraiment. Merci beaucoup. Allez, je vous promets, je ne tiens pas 15 minutes. Promis. Je vais d'abord commencer par les remerciements, parce que c'est important. Ces journées d'études demandent beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de monde. Donc, je tiens à remercier en premier lieu Franck Laurent, IAIPR, qui est responsable de ces thématiques au niveau du rectorat. Je le remercie parce qu'il a été d'une grande aide pour imaginer les contenus, pour solliciter les intervenants, et je le remercie beaucoup. Ça a été pour moi très appréciable de travailler avec lui. Je remercie également les conférenciers et les animateurs d'ateliers. Ça faisait très long de tous les citer, mais je les remercie beaucoup. J'ai eu des retours très positifs de la part des personnes qui étaient dans vos ateliers, et donc je vous remercie pour eux. Je remercie également le patrimoine et la restauration. Bon, la restauration, peut-être que les étudiants ne savent pas, mais les conférenciers et les animateurs d'ateliers savent qu'au niveau de la restauration, c'était très bien. Je remercie... désolée, oui, effectivement, c'était pas très élégant, je m'excuse. Le service audiovisuel, Guillaume et Jérôme, c'est toujours top. Je vous remercie. C'est toujours très rassurant de savoir que ça va bien se passer du point de vue de l'audiovisuel. On est retransmis en direct. Je les remercie aussi pour ça, parce qu'on est un service public et ça nous permet de retransmettre à outro et de n'oublier personne sur le territoire. Il me semble que c'est assez raccord avec cette journée. Je remercie bien évidemment tout le service recherche et en particulier Florence Champeau. Excusez-moi, je reprends le terme de top. C'est quand même aussi très rassurant de travailler avec elle. Je vous remercie aussi, public, en distanciel, en présentiel. Je vous remercie pour votre intérêt. Ça nous motive en fait pour continuer à le faire. Vous savez que nous sommes dans le cadre de journées recherche, et c'est vrai que des journées recherche quand on est tout seul, même si le sujet est passionnant, c'est pas toujours évident. Et donc, du coup, je vous remercie. Ça me permet de vous dire que le 20 novembre, nous recevons Sylvie Seb. C'est un samedi, mais je vous assure que Sylvie Seb à entendre en présentiel, c'est super. Alors, vous l'avez entendu, je vais essayer de conclure juste. J'ai pris à la volée quelques éléments qui me semblaient assez importants. La première chose, c'est de vous dire que, bien évidemment, que cette thématique de la protection de l'enfance, elle est au cœur de la mission de notre institut. Elle vient nous interroger. J'ai été...
l'extrait, j'avais déjà vu le film, mais cet extrait-là avec la violence qui est subie en fait par cet adolescent. En fait, on peut voir la violence qu'il a exercée, mais moi j'ai plutôt vu la violence qu'il subit dans la situation, pas par les individus. Mais effectivement, ça me retourne toujours un peu, et quand j'entends parler de parcours de vie difficile, ça nous retourne, et je pense que les personnels éducatifs qui sont présents aussi aujourd'hui se disent qu'on a quelque chose à jouer pour lutter contre les déterminismes, et il me semble que c'est au cœur de notre fonction. Et pour le coup, je vous le dis, moi en tout cas, je suis devenue enseignante-chercheur pour cet élément-là, d'autant plus à l'INSP, parce que je me dis que c'est quand même très précocement que ça se joue, et si on peut lutter contre les inégalités économiques et sociales et leur reproduction, ça me semble être un élément très important. Alors, il me semble aussi que ces élèves viennent interroger en fait notre capacité à nous adapter au monde. Adapter au monde parce que pour le coup, j'ai pas vécu ce que ces élèves ont vécu, et pour le coup, c'est parfois difficile de se projeter. Et je trouve qu'ils nous remettent aussi dans des éléments qui sont importants dans le cadre de notre métier. Alors, de manière non exhaustive, je voudrais juste conclure sur 3 points. La première, la recherche. Le deuxième, la recherche. Le troisième, la recherche. Pas vraiment. Mais en tout cas, j'ai apprécié en fait toutes les interventions qu'il y a eu, parce que systématiquement, on est revenu sur l'importance de développer des travaux de recherche. Alors, voilà, tout ce qui est processus de stigmatisation, sur le développement de l'enfant et l'effet des traumatismes sur les enfants, sur les parcours scolaires, sur les processus de décrochage scolaire, sur la manière de motiver les élèves et de les accrocher, sur le travail collaboratif, sur les besoins fondamentaux. Ça nous amène, nous, en tant qu'institut, à nous poser 2 éléments. La première, comment accompagner le développement de cette recherche, et sachez que l'INSP, par le biais d'appels à projets, soutient des recherches pour développer des connaissances dans ce domaine-là, et on sera très vigilants. Moi aussi, ça me remet toujours dans cette idée de quelle politique recherche l'INSP doit mener. Et puis ça nous amène également à mieux vous former, vous étudiants en formation initiale, vous enseignants en formation continue. Et donc ça pose la question de comment on arrive à transmettre ces différents éléments. Le deuxième élément sur lequel je voulais conclure, c'est la question des besoins spécifiques. Bon, je sais, vous allez vous dire, c'est Madame Dezombre, forcément, sa question d'éducation inclusive et l'inclusion, forcément c'est important. Mais pour le coup, il me semblait que je ne connaissais pas grand-chose à cette question de la protection de l'enfance. Et en fait, en écoutant les différentes, dans les ateliers ou dans les conférences, je me suis rendu compte que ce mouvement de s'adapter aux besoins des enfants et y répondre, et notamment aussi aux besoins des élèves et y répondre, est au cœur des métiers des personnels éducatifs. Et donc savoir observer et savoir imaginer des réponses pédagogiques aux besoins des élèves me semble être au cœur de cette question-là. Et le dernier élément sur lequel je conclus, je ne vous ai pas menti, nous allons terminer avant 30, c'est sur la collaboration interprofessionnelle. C'est quelque chose de difficile et alors, à la fois difficile en termes de mise en œuvre, parce qu'effectivement, les différents instituts fonctionnent en autonomie, et pour lequel faire se rencontrer les publics, c'est quelque chose d'assez compliqué. En tout cas, il faut dépasser les lignes qui sont données. Le deuxième élément, et ça a été beaucoup évoqué, c'est les questions des cultures professionnelles. Il me semble que nous avons à travailler pour mieux nous connaître, mais aussi pour pouvoir donner des formations qui répondent aux besoins des uns et des autres. L'idée, et ça j'attire juste votre attention parce que nous sommes à l'INSP, je dirais la même chose si on était à l'ENPJJ, il me semble qu'il faut vraiment qu'on envisage le fait de proposer des formations qui puissent bénéficier à tous. C'est-à-dire que je ne viens pas chercher une formation pour me dire que l'autre va m'apporter toutes les connaissances que j'ai, mais je viens bien chercher une formation sur laquelle nous allons mutualiser nos différentes connaissances et nos différentes compétences pour pouvoir échanger. On doit travailler là-dessus, je l'ai retenu, je l'ai intégré, pour lequel effectivement l'objectif de ces journées d'études, c'est aussi de faire un lien avec la formation et de pouvoir accompagner les transformations. Voilà, je vais terminer sur un élément positif. Je retiendrai de cette journée, parce que nous en avons besoin, des éléments positifs. J'ai entendu que l'école pouvait être un lieu de stabilité pour les élèves et un lieu d'épanouissement pour certains enfants. J'ai aussi entendu qu'on pouvait être des figures d'attachement, et j'ai pas peur de le dire, enfin, j'ai eu un petit attachement pour ces élèves-là, et donc je pense que on a les personnels éducatifs au sens large vont être fiers de pouvoir accompagner ces élèves.
Voilà, écoutez, je vous remercie encore. Vous avez vraiment été très bien dans le public, à la fois en distanciel mais en présentiel. Je ne peux apprécier que le présentiel, mais je suis sûre qu'en distanciel, c'était top aussi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie encore. Bonne soirée.